Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. L'ennemi principal de la France dans le Sahel, c'est bien évidemment les États-Unis d'Amérique et pas la Russie. La France a toujours été naïve quand il s'agit des États-Unis d'Amérique. Mais les Américains savent que l'amitié n'est que basée sur des intérêts. Il n'y a pas d'amitié entre États, il n'y a que des intérêts. Vous savez, les Français savent juste sortir leurs muscles quand ils viennent en Afrique. C'est là-bas où ils sont forts. Mais face aux pays comme les États-Unis d'Amérique, ils sont incapables. Vous allez voir ici dans une vidéo le décryptage de la situation qui se vit au Niger. Pendant que les Français accusent Wagner au Mali, au Gabon, au Burkina, bon, pas au Gabon, au Gabon, revenons à notre parole. On sait très bien que ce qui se passe au Gabon est certainement pilonné par la France, parce que nous ne voyons pas réellement pourquoi ce coup d'État est acclamé. Même si nous aussi, nous sommes fiers qu'une dynastie de 5 à 6 ans soit tombée, on se pose bien la question de savoir pourquoi l'Élysée ne dit rien et est plutôt consentante, et même son ambassadeur rencontre le président de la transition, M. Olingi. Donc nous revenons donc au Burkina, au Mali. On voit très bien que, par exemple, au Niger, là-bas, les États-Unis d'Amérique ont trois bases militaires. Et pourtant, la France a complètement perdu toute sa puissance et est tout simplement en train de chuter. Et quand on quitte là-bas, on va au Burkina Faso, on va se rendre compte que même si les États-Unis d'Amérique sont aussi en plein conflit avec le Mali et le Burkina, mais diplomatiquement, ils connaissent mieux gérer. Quand on se rappelle que le coup d'État a eu lieu le 26 au Niger et que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger a été nouvellement changé direct. C'est-à-dire, il y a un coup d'État aujourd'hui et le lendemain, les États-Unis d'Amérique décident de changer leur ambassadeur pour envoyer un nouvel ambassadeur. C'est-à-dire, est-ce que c'est le hasard ou alors est-ce que c'est l'acceptation du coup d'État? Les États-Unis d'Amérique, contrairement à la France, qui, par la voix de M. Emmanuel Macron, qui a directement commencé à fustiger les autorités qui venaient de renverser Mohamed Bazoum, qui n'est pas le président légitime, même s'il fut légal, il n'a jamais été légitime parce que ce n'est pas l'ensemble du peuple nigérien qui a décidé d'élire cet individu-là. Et c'est pareil pour tous ces présidents qui organisent des élections avec le taux de participation de 20% et pourtant le pays a un taux de participation de 70%. Vous avez 70% de la population qui peut voter. Et finalement, vous partez aux élections avec 20% des personnes qui votent. Et vous pensez finalement que vous êtes légitime. Et pourtant, il y a 50% de votants qui ont décidé de s'abstenir, qui ne sont pas partis aux urnes, qui ont décidé de boycotter parce qu'ils estiment que l'élection n'est pas digne de foi, parce qu'ils estiment que l'enjeu électoral n'a rien de démocrate et donc ils ont décidé de s'abstenir. À votre victoire, ne croyez pas que vous êtes trop fort. Vous n'êtes pas le meilleur. Vous êtes simplement quelqu'un qui a été élu par une minorité, certainement ceux qui vous soutiennent, mais pas la majorité. Et donc, quand les militaires arrivent au pouvoir, vous allez donc voir la majorité du peuple manifester, se mobiliser et appeler donc aux élections. Donc, Mohamed Bazoum n'a jamais été réellement légal. Mais M. Macron s'est battu. Il s'est battu comme un coq pour pouvoir réinstaller Mohamed Bazoum. Pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique, eux, continuaient à peaufiner leur stratégie. Ils ont nommé une nouvelle ambassadrice. Ils ont accrédité cette ambassadrice et ils ont continué à travailler avec les Nigériens comme si rien ne s'était passé. En réalité, ceux qui sont en train de foutre la France dehors, hors du Sahel, ce n'est pas la Russie. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et bien évidemment, les États-Unis d'Amérique ont toujours eu le dessus sur la France. Ils n'ont jamais laissé tomber. Donc, rien ne s'est jamais passé au hasard avec eux. Et la France n'a jamais compris. Emmanuel Macron préfère pleurer comme un enfant qui perd un jouet. Alors que les États-Unis d'Amérique continuent à travailler avec les différents gouvernements qui arrivent, que ce soit militaire ou que ce soit civil. La team, écoutons cette vidéo qui débriefe mieux la situation et qui vous fait comprendre pourquoi le coq français n'a jamais pu s'en sortir face aux États-Unis d'Amérique. Écoutons. Mes chers compatriotes, un petit point sur la situation au Niger, mais un petit point important parce qu'il révèle de stratégie qu'il y a derrière. Si je vois un petit peu les réactions de mes compatriotes qui s'intéressent aux questions internationales, ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est souvent ce qui est le plus important en fait pour découvrir la destinée de notre pays, je vois qu'un certain nombre de gens considèrent que les malheurs qui nous arrivent au Sahel et en particulier au Niger viennent en fait de la Russie qui serait là pour nous savonner la planche. On a vu d'ailleurs en effet
dans des manifestations, que ce soit à Bamako au Mali, que ce soit à Ouagadougou au Burkina Faso et que ce soit à Niamey au Niger, on a vu en effet des manifestants souvent jeunes avec des drapeaux russes. Je suis le premier d'ailleurs à l'avoir dit. Il est bien évident que la Russie a mis de l'huile sur le feu, si possible, pour ouvrir une espèce de second front face au front que la Russie a avec les pays de l'OTAN et notamment avec la France en Ukraine sur la question ukrainienne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je n'y reviens pas. Là, ce qui est certain, c'est que la France est maintenant dans une situation difficile. Elle l'était déjà avant, c'est encore pire maintenant, parce que maintenant, elle a ce deuxième front en Afrique où elle est en train, en fait, de perdre beaucoup. On sait d'ailleurs aussi que le défunt Prigojine, qui était à la tête de Wagner, dans les derniers moments de sa vie, juste avant son accident entre guillemets d'avion qui a eu lieu entre Saint-Pétersbourg et Moscou, on sait qu'il était apparu en Afrique, semble-t-il, et qu'il était en train de réorienter les activités de sa milice privée vers, d'une part, la Biélorussie, mais surtout vers l'Afrique. Ce qui, d'ailleurs, soit dit en passant, pose des interrogations sur les responsabilités de qui a tué Prigojine. J'y reviendrai à la fin de cet entretien, parce que il semble en fait qu'il servait les intérêts de la Russie en Afrique. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que nos compatriotes sont tenus dans l'ignorance la plus complète du rôle des États-Unis d'Amérique dans toutes ces opérations. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, il y avait des passages à niveau qui traversaient la France, et il y avait une petite affiche qui était assez connue, qui commandait aux gens de traverser les voies ferrées, et il y avait cette formule « Attention, un train peut en cacher un autre ». Bon, je dirais c'est la même chose en géopolitique, et là, attention, un pays peut en cacher un autre. C'est-à-dire que s'il est certain que la Russie a mis de l'huile sur le feu au Sahel contre nous, il faut se poser la question d'un autre pays, qui est les États-Unis d'Amérique, dont nos médias ne parlent jamais sur le Sahel, alors qu'en fait, ils ont un rôle beaucoup plus important, en tout cas c'est mon analyse, que la Russie. J'ai déjà, dans une vidéo précédente où je expliquais que la France était en train d'être chassée d'Afrique, du moins du Sahel, j'expliquais déjà que au début du mois d'août, il y a eu le coup d'État le 26 juillet à Niamey. Le 7 août, j'expliquais que Madame Victoria Nuland, numéro 2 du département d'État américain, dont certains considèrent d'ailleurs que c'est la vraie numéro 1 et que Blinken ne serait là que pour la décoration, parce que Madame Victoria Nuland, c'est vraiment une fonctionnaire depuis longtemps du département d'État. C'est elle qui est à l'origine, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de l'affaire du Maïdan. C'est elle qui avait téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev en 2014, qui s'appelait Geoffrey Pyatt, en lui disant voilà les gens qu'il faut au gouvernement. J'ai déjà eu l'occasion de dire aussi que Madame Victoria Nuland, c'est elle qui, à la première, avant même le président Biden, indiquait qu'il allait falloir sans doute que Nord Stream 2 ne pourrait pas fonctionner si la Russie intervenait en Ukraine. Donc probablement elle est à l'origine des conseillers qui ont demandé à Biden de faire sauter Nord Stream. J'ai déjà expliqué qu'elle est la femme de M. Kagan, qui est le chef, en fait, de l'État profond américain, du moins de cette école qu'on appelle des néoconservateurs américains. Eh bien, j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente que le 7 août, c'est-à-dire 10 jours après le coup d'État, elle était à Niamey pour discuter le coup avec les putschistes. Sans, bien sûr, avoir si peu que ce soit prévenu la France, alors que dans l'imaginaire collectif, et ce que l'on veut faire croire aux Français, c'est que la France ferait encore la pluie et le beau temps au Sahel, ce qui n'est plus vrai, et ce qui l'est d'ailleurs de moins en moins. En fait, Madame Victoria Nuland est allée, sans en référer à la France, ni évidemment aux pays de l'Union européenne, est allée s'installer à Niamey pour discuter le bout de gras pendant quelques heures avant de repartir, et elle a discuté avec les putschistes. Au passage, d'ailleurs, le chef des putschistes lui-même, on apprend quand on regarde sa bio, qu'il a fait une partie de sa biographie aux États-Unis. Alors c'est un général, il s'appelle le général Abderrahman Tiani. Il est également surnommé, je crois, Omar Tiani, donc qui fait partie du peuple Haoussa, qui est une des grandes langues que l'on trouve dans le Sahel et que l'on trouve d'ailleurs sur plusieurs États.
Donc c'est un soldat nigérien né en 1964, donc il doit avoir à peu près quelque chose comme 58-59 ans. Et il a fait une partie de ses études aux États-Unis d'Amérique et non pas en France. Contrairement à ce qu'une légende voudrait faire croire, c'est que toutes les élites des pays, les anciennes colonies d'Afrique, seraient formées en France. Oui, il y en a une grande partie, mais il y en a qui sont également formés ailleurs. Et c'est le cas, justement, de Rahman Tiani, et qui, dans le cours de sa carrière, a fait des études aux États-Unis. Où ça, plus particulièrement? Eh bien, regardez où c'est que ça se produit. Il a fait des études au College of International Security Affairs, c'est-à-dire au Collège des affaires de sécurité internationale, qui relève directement du ministère de la Défense des États-Unis, du département de la Défense. Donc c'est quelque chose de très sérieux et qui est spécialisé notamment dans la lutte contre le terrorisme au sens large, y compris les psy-ops, etc. Et à l'intérieur de ce collège, qui se situe à Washington, D.C., ce collège travaille en étroite relation avec une autre structure qui s'appelle la JFK, US Army JFK, donc JFK comme Kennedy, Special Warfare Center and School, c'est-à-dire un centre militaire et une école d'application militaire qui vise justement à préparer un certain nombre d'élites de pays dans le monde entier, qui viennent d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Afrique, et à les préparer et à repérer parmi eux ceux qui ont un fort potentiel. Ils seront d'ailleurs transférés pour faire des opérations militaires dans ce qu'on appelait jadis Fort Bragg et maintenant Fort Liberty, qui se situe en Caroline du Nord. Alors, c'est ça qu'a fait, en fait, le chef des putschistes au Niger. Donc, je ne vais pas dire qu'il est forcément dans la main des Américains pour cela, mais ça veut dire qu'il a passé plusieurs mois, même sans doute peut-être plus un an ou deux, aux États-Unis d'Amérique. Il a été formé par l'armée américaine, formé dans la lutte justement contre le terrorisme, et en particulier, ça lui a servi puisqu'il il s'est lancé dans des opérations contre les mouvements islamistes. Donc voilà quel est le nouvel homme fort de Niamey, qui a auparavant été le chef de la garde présidentielle du président Mohamed Bazoum, donc qui était un militaire de très haut rang, en fait assez discret, plutôt une éminence grise, quelqu'un d'assez discret, mais qui en fait tirait un petit peu les coulisses du pouvoir, les ficelles du pouvoir. Et donc il est maintenant le chef de la junte, et il a nommé comme chef d'état-major un certain militaire qui s'appelle Barmou. Voilà. Alors, lorsque Madame Nuland s'est rendue à Niamey, elle s'y est rendue le 7 août, donc 10 jours après le coup d'État, elle a demandé à rencontrer le chef de la junte, ce fameux Abderrahman Tiani. Il semble qu'elle ne l'ait pas rencontré, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a vu le chef d'état-major. Elle a vu Monsieur Barmou, avec lequel elle s'est entretenue. Bon. Donc il faut bien comprendre, si on veut comprendre les arcanes du pouvoir en ce moment à Niamey, qu'en fait, ce sont des gens, le numéro 2, je crois, lui aussi a fait ses études aux États-Unis. Donc on est quand même des gens qui sont dans la mouvance américaine. Ça, c'est un point très important. Autre point très important, c'est que les Américains ont en fait une présence au Niger qui est significative et qui est même plus importante que les Français. Nous, on a une base avec à peu près 1500 militaires, c'est tout à fait significatif. On a une base militaire au Niger, mais les Américains, ils en ont 3 en fait. Ils ont d'abord une première base, qui est la base que l'on appelle la base 101, qui se situe juste à côté de l'aéroport international de Niamey et qui compterait environ à peu près 1000 soldats américains. Donc juste à côté de la capitale. Ils ont une deuxième base, qui est la base dite 201, et qui se trouve dans le nord, qui se trouve à Agadez, donc qui est déjà plus éloigné de la capitale, donc plus proche en fait de la Libye. Et dans cette base 201, c'est une base qui fait 25 km² de superficie, ce qui est quand même très considérable. 25 km², c'est, imagine une base qui fait 5 km sur 5, un carré de 5 sur 5 à peu près kilomètres, c'est quand même pas rien. Et qui est d'ailleurs la deuxième base militaire américaine en superficie, après celle de Djibouti. Djibouti qui était
un territoire de la République française jusqu'en 1975 et qui a pris son indépendance en 1975 et où la France, progressivement, est en train de perdre pied puisque à la fois les Américains y ont installé une base, mais également maintenant les Chinois ont installé une base. Et donc la France, à Djibouti comme ailleurs, est sur le reculoir du fait de l'impéritie complète de nos dirigeants depuis maintenant un certain nombre de belles lunettes. Or, que la France retire ses troupes, moi je ne suis pas un néocolonial, je ne trouve pas ça forcément mauvais, mais ça dépend aussi à quoi servaient les troupes. S'il s'agit de protéger des régimes qui sont des régimes démocratiques contre des déstabilisations, je suis favorable à ce qu'on prête le main. Mais là, il s'agit de trop chaud. Il s'agit en fait que la France se fait chasser pour en fait livrer la place au jeu des très grandes puissances de notre époque, qui sont la Russie, Wagner, la Chine à Djibouti, les États-Unis d'Amérique, qui sont toujours là, bien entendu. Alors cette base 201 de 25 km², elle est spécialisée notamment dans les drones. Et puis alors, comme si tout ceci ne suffisait pas, il y a une troisième base militaire américaine qui est secrète, dont l'existence a été révélée par un article du New York Times, qui est quand même le journal américain de référence. Et ça a été révélé en 2018, et c'est une base secrète parce qu'elle est gérée non pas par le département de la Défense, le ministère de la Défense, mais elle serait gérée directement par la CIA, c'est-à-dire les services de renseignement et d'action à l'étranger. Donc cette base, dite base secrète, enfin tous les spécialistes la connaissent, se situe dans le nord, à Dirkou. En voici une photo par satellite. Et cette base sert de point d'attaque, enfin de lieu où sont coordonnées par la CIA des attaques contre les insurgés islamistes du sud de la Libye ou du nord du Niger. Ajoutons encore à tout ça, à ces trois bases, un accord militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Niger qui date de 2015, sous la présidence d'ailleurs française de François Hollande. Donc les États-Unis ont signé un accord militaire de coopération entre les États-Unis et le Niger pour faire de la formation, de l'envoi de formateurs, de l'envoi de matériel militaire, etc., etc. Donc ça fait quand même belle lurette que les États-Unis ont pris pied au Niger et que leur présence est objectivement supérieure à la présence française aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. Alors, tout ça ne termine pas, ne règle pas encore la question, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les Américains ont une stratégie qui semble extrêmement précise, coordonnée, réfléchie, scandée dans le temps, avec tout un agenda programmatique de mise du Niger sous tutelle au profit des États-Unis, alors que la France, avec Macron, c'est zéro. C'est absolument zéro. Macron s'est plaint de ne pas avoir eu les informations de la DGSE. Il a commencé à attaquer ses services. Et la première chose qu'il a dite après avoir appris le coup d'État, c'est que c'était un coup d'État, que c'était inconstitutionnel, c'est un scandale, comme s'il était la personne qui respectait les constitutions. Et tout le monde sait que lui, c'est un coup d'État permanent contre la Constitution française. Mais enfin bref. Donc Macron a réagi comme il le fait, c'est-à-dire de façon épidermique, spontanée, comme ça. Il a des aigreurs d'estomac, ça lui sort comme ça. Il y a une espèce d'enfant gâté, son jouet est cassé, il se met à insulter tout le monde. Enfin, des réactions totalement irréfléchies et immatures. Et il est formidable, enfin, dans le mauvais sens du terme, il est triste, il est affreux de constater la différence entre la France et les États-Unis dans cette affaire. Pendant que Macron commençait à dire que c'était un coup d'État inconstitutionnel, qu'il ne tolérerait pas, qu'il aurait une réaction, comment dirais-je, indomptable, terrible, etc. Je ne me rappelle plus le vocabulaire, j'en ai parlé dans ma conférence précédente. Les États-Unis, eux, ils ont fait quoi? Coup d'État le 26 juillet. Le 27 juillet, il y a eu l'accord du Sénat des États-Unis d'Amérique à Washington, par un vote des sénateurs, pour un nouvel ambassadeur des États-Unis au Niger. Alors, il y a peut-être une coïncidence, peut-être que c'était prévu, c'était peut-être dans les tuyaux, comme on dit, depuis un certain temps, c'est possible. Enfin, la coïncidence des dates est quand même assez extraordinaire et assez troublante. Parce que bon,
accréditer. Il se trouve qu'aux États-Unis, nous en France, lorsque Macron accrédite un ambassadeur à l'étranger ou un préfet, ça se fait comme une lettre à la poste. Personne ne trouve à moufter, alors qu'aux États-Unis, qui, sous certains aspects, est un pays quand même beaucoup plus démocratique que la France, eh bien, le président des États-Unis, lorsqu'il veut nommer un ambassadeur à l'étranger, il est obligé d'avoir l'accord, justement, des parlementaires, en l'occurrence du Sénat. Et le Sénat, donc, le 27 juillet, c'est-à-dire le lendemain du coup d'État à Niamey, a accrédité, a donné son accord à l'accréditation d'une ambassadrice, en fait, une femme qui s'appelle Madame Kathleen Fitzgibbon, qui est une diplomate américaine blanchie sous le harnais, qui connaît très bien le métier, notamment qui connaît bien l'Afrique, et qui est une femme, si j'ai bien compris, un peu à poigne, hein, mais une vraie diplomate, pas quelqu'un nommé par la faveur du prince, parce qu'il y a un certain nombre d'ambassadeurs des États-Unis qui sont nommés parce qu'ils ont financé la campagne du